Les effets spéciaux des films et des séries que vous regardez aujourd'hui sont de plus en plus moches et j'ai l'explication ici avec de nombreux témoignages d'artistes d'effets spéciaux qui travaillent pour de grosses productions hollywoodiennes. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo un peu importante, j'ai envie de dire, pour ces gens-là, mais aussi pour votre culture concernant les effets spéciaux. Il y a quelques semaines, j'avais demandé dans l'une de mes vidéos et sur les réseaux sociaux de me contacter si vous étiez un artiste d'effets spéciaux qui a de l'expérience sur des projets hollywoodiens. Une quasi-douzaine d'artistes m'ont contacté, je leur ai posé de nombreuses questions, ils ont répondu et j'ai compilé toutes leurs réponses pour vous donner un peu une situation avec des vrais témoignages de ce qui se passe en ce moment et pourquoi les effets spéciaux sont de plus en plus moches si vous comparez il y a quelques années. Je vais tout vous expliquer en détail et j'aimerais déjà remercier les artistes qui ont décidé de répondre à ces questions. Et évidemment, leur anonymité sera conservée, je ne vais pas citer les films sur lesquels ils vont travailler, je ne vais pas non plus citer des anecdotes un peu trop précises, j'ai envie de préserver leur sécurité et j'ai vraiment fait une compilation de tout ce qui a été dit sans qu'ils puissent être repérés par de potentiels employeurs parce que les choses qu'ils ont dit sont assez négatives dans beaucoup de cas et expliquent vraiment les problèmes à Hollywood en ce moment. Mais avant de commencer cette vidéo, il faut que je remercie aussi le sponsor officiel de celle-ci, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous le savez, nous avons l'une des pires bibliothèques streaming de tous les pays du monde et pour cela, il y a un moyen facile, c'est un VPN. Vous utilisez un VPN avec un pays qui a les VSTFR ou même la VF si ça vous intéresse, comme la Suisse, la Belgique, le Canada. Et vous allez voir les bibliothèques de streaming absolument exploser, doubler en taille, que ce soit Netflix, Disney+. Gardien de la Galaxie 3 est déjà disponible. La Petite Sirène, si vous l'avez raté en salle, ce qui est compréhensible, est déjà disponible. Des courses automobiles en direct sont disponibles dans plein de pays différents gratuitement. Pareil pour plein d'événements sportifs. YouTube Premium, si vous êtes un gros consommateur de YouTube comme moi, c'est absolument essentiel aujourd'hui. Vous prenez un pays comme l'Inde ou l'Argentine et c'est beaucoup moins cher. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN que sur le Wi-Fi de l'université, la bibliothèque ou l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser. En quelques clics, c'est fait. C'est vraiment super simple. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Il y a plusieurs raisons. La première est que depuis quelques années maintenant, on entend parler des situations assez catastrophiques des équipes d'artistes d'effets spéciaux. C'est assez contradictoire encore une fois parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont assez nostalgiques de l'époque des années 2000 où les effets spéciaux avaient l'air bien mieux faits qu'aujourd'hui. Ce qui est vraiment contradictoire parce qu'on se dit quand même ça fait 20 ans, normalement aujourd'hui les effets spéciaux devraient être bien meilleurs. Mais ce n'est pas forcément le cas. On a même remarqué une baisse de qualité des effets spéciaux ces dernières années. Il y a eu beaucoup d'histoires récentes comme un artiste qui a récemment dit qu'il bossait 16 heures sur WandaVision, 6 jours sur 7. Enfin bref, il y a eu tellement d'anecdotes, tellement d'histoires que je voulais en avoir un peu plus au cœur net en demandant moi aussi à des artistes quel était leur ressenti et surtout ce qu'ils vivaient au quotidien. Un exemple tout bête, j'avais fait une vidéo à l'époque sur les meilleurs personnages en images de synthèse et il y a beaucoup de films qui datent des années 2000 et t'as l'impression qu'on a de moins en moins de personnages qui sont impressionnants aujourd'hui. Et la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi. Concernant les profils qui m'ont contacté, c'est hyper intéressant parce qu'il y a des profils d'un peu partout. Ils ont été vérifiés, c'est-à-dire que les artistes m'ont envoyé ou un LinkedIn ou une page IMDb ou une démo, ou d'ailleurs les trois pour certains. Donc ce sont des vraies personnes qui existent et qui travaillent dans le domaine. J'ai pu vérifier chaque profil individuellement. Quand je dis que c'est plusieurs pays, ce sont des francophones du coup qui habitent vraiment un peu partout. En Europe de l'Ouest, que ce soit la France ou d'autres pays. En Europe du Nord, en Amérique du Nord, que ce soit les États-Unis ou le Canada. Donc il y a eu vraiment pas mal de pays différents. Et c'est d'ailleurs l'une des choses qui revient souvent, c'est que même si vous êtes formé en France, c'est un métier qui demande quand même une vraie mobilité, que ce soit ou aller sur Paris ou surtout aller à l'international. Quasiment tous les artistes qui m'ont contacté ont de l'expérience à l'international. Ils ont même fait plusieurs pays pour certains. Donc si ce métier vous intéresse, il faudra accepter le fait que vous allez peut-être potentiellement devoir beaucoup travailler à l'étranger. J'ai oublié de citer aussi l'Océanie. J'ai eu quand même quelques expériences qui sont venues surtout d'Australie. Différents types d'artistes, pour le coup, il y en a qui étaient spécialisés en animation 2D ou 3D, en environnement, composition, modeling, VFX de manière générale. Donc voilà, c'est des profils assez différents parce qu'il n'y a pas qu'un seul métier d'artiste en effets spéciaux. Il y a évidemment des spécialités. Ils ont tous évidemment travaillé sur des blockbusters, même très récents. Il y en a qui travaillent encore aujourd'hui sur des blockbusters. Certains parlent aussi d'expériences passées, mais ils ont travaillé sur les plus récents Marvel, les plus récents Star Wars, les plus récents gros blockbusters qui sont sortis cette année. Je vais pas tous les citer non plus pour pas trop cibler, mais ils ont des expériences sur des gros projets aussi, mais pas que. Lorsqu'on parle de cette actualité-là, il y a beaucoup de choses qui reviennent par rapport au temps de travail. Parmi tous les gens qui m'ont répondu, ils ont tous dit quasiment la même chose, c'est que ça dépend du pays et de l'entreprise. Dans certains pays, vous allez moins bosser. Dans certaines entreprises, même sur des gros projets, vous allez moins bosser parce que c'est la culture
culture ou du pays ou l'entreprise. Les protections sociales ne seront pas les mêmes en fonction des pays évidemment, mais tout le monde a dit qu'il faisait au moins 40 heures minimum. Certains trouvaient que c'était assez régulier de faire 50 à 60 et sur des projets, surtout en fin de projet, donc dans la phase de rush ou crunch, pendant 1 à 3 mois d'après les témoignages, certains pouvaient travailler au-delà de 80 heures semaine. C'était rare, mais certains l'ont vécu. Par contre, ils m'ont tous dit que c'était courant de travailler beaucoup plus vers la fin du projet. Certains, en fonction des pays et des entreprises, sont payés en termes d'heures sup, certains ne l'étaient pas, certains se voyaient des jours de congé offerts en échange justement du travail supplémentaire. Certains ont aussi dit qu'ils avaient du mal à les prendre car il y avait toujours beaucoup de travail. Donc ça dépend vraiment des structures, mais globalement, tous les gens vont au-delà des 40 heures, plus ou moins régulièrement, et ne sont pas toujours payés ou n'ont pas toujours des avantages liés à ces heures supplémentaires. Et pour beaucoup d'entre eux, ce n'est pas contractuel, c'est juste quelque chose qui est dans la culture. Et lorsque tu deviens un artiste d'effets spéciaux pour des gros projets, il est attendu de toi que tu bosses beaucoup. Ça implique plein de choses, évidemment un stress assez élevé parce que vous travaillez beaucoup, il y a des deadlines assez récurrentes, avec souvent des studios qui changent d'avis au dernier moment, qui créent de la frustration. Il y a eu beaucoup d'exemples, surtout concernant Marvel, qui décident de complètement couper au montage des plans qui étaient souvent finis. Star Wars qui décide d'utiliser les mauvaises entre guillemets versions, qui sont moins finies que des versions qui ont été présentées plus complètes. Donc il y a une vraie frustration de la part de beaucoup d'artistes par rapport à leurs clients, que ce soit Disney par exemple ou d'autres, où ils les font vraiment stresser et énormément travailler pour arriver au bout de la deadline. Mais même lorsque le film est sorti, le produit final est disponible pour le grand public. Nous, les effets spéciaux sont clairement pas finis. Et ça, en tant qu'artiste, ils l'ont tous dit, c'est frustrant. C'est la vérité. C'est un peu emmerdant de travailler sur un truc et qu'on te le coupe en plein milieu en disant voilà, ça fera l'affaire et puis basta. Parce que ce sont des artistes, rappelez-vous. Ils font ce travail aussi parce qu'ils l'aiment majoritairement. Quand t'aimes pas ton travail, tu bosses pas 80 heures semaine. Il y a eu des vraies frustrations qui sont liées à ça parce qu'ils veulent proposer du contenu de qualité et de l'art, mais les studios viennent prendre le contenu avant qu'il soit prêt et le diffusent. Mais quand même, l'avantage de bosser sur des studios comme ça qui proposent énormément de contenu à traiter, c'est que parfois le travail est vraiment fascinant. Beaucoup l'ont dit aussi, oui, on va beaucoup bosser, mais parfois un Marvel va arriver ou un Star Wars et il y aura des choses hyper intéressantes à faire d'un point de vue artistique. Tellement que parfois les artistes pourront eux-mêmes, et ça a beaucoup été documenté dans plein d'articles, pourront eux-mêmes proposer des idées qui seront acceptées par les studios. Mais globalement, l'expérience pour beaucoup, surtout avec des gros projets hollywoodiens, reste assez frustrante et évidemment extrêmement chronophage pour leur vie personnelle et professionnelle. Il y a aussi des frustrations que j'ai vu beaucoup de personnes relever par rapport à l'évolution de carrière. Évidemment, tout le monde commence en tant qu'artiste junior, ensuite devient senior, ensuite en général devient superviseur, c'est une sorte de manager, ou ensuite, ou même avant, changer de catégorie. Comme je vous l'ai dit, il y avait plusieurs catégories d'artistes qui ont partagé leurs témoignages et c'est possible pour certains de changer de catégorie pour travailler sur d'autres choses. Certains passent côté production, certains sur des tournages par exemple, et beaucoup ouvrent aussi leur boîte après qu'ils aient travaillé pendant des années dans le système. Beaucoup ont dit qu'ils étaient en soi bien payés, mais si tu comparais au temps de travail, c'était pas vraiment le cas. Parce que si tu divises au nombre d'heures, au final, ils n'étaient pas tous très bien payés. Oui, le chiffre à la fin du mois est peut-être intéressant pour certains d'entre eux, pas toutes les entreprises, pas tous les pays, mais si tu fais la moyenne au niveau horaire, c'est pas fameux. Encore une fois, ça dépend du poste, si c'est junior, senior, superviseur ou autre, mais plus tu avances en général, c'est ce qu'ils ont dit aussi beaucoup, plus tu vas bosser. Donc évidemment, quand tu es superviseur, tu vas souvent bosser plus que d'autres. Pas de syndicat, alors on l'a récemment vu côté Marvel qu'il y aura un syndicat qui se fait aux États-Unis pour Marvel VFX. On va voir comment ça va changer les choses dans l'industrie, mais personne n'est là pour défendre ces artistes. Leur voix n'est pas consolidée pour aller faire poids face à ces studios. Beaucoup des négociations contractuelles sont assez imposées par l'employeur. Il y a pour beaucoup d'entre eux très peu de manières de s'imposer et d'imposer ces conditions parce qu'ils savent dans quoi ils se lancent et les studios en attendent une chose très spécifique, du travail de qualité et avec beaucoup d'heures. Mais les négociations sont aussi évidemment compliquées avec les clients qui produisent donc des films de blockbuster. Beaucoup ont du mal à trouver un CDI pour le coup, ou l'équivalent d'un CDI dans d'autres pays. C'est un emploi assez précaire, que ce soit dans le salaire pour beaucoup d'entre eux et dans la situation. Beaucoup de CDD qui sont renouvelés constamment. C'est pour ça que beaucoup sautent d'entreprise à entreprise, de pays à pays, où ils font 2 ans dans une boîte, 2 ans dans une autre, etc. Chose qui est assez commune aujourd'hui dans notre monde à nous. En tout cas, ma génération, c'est presque attendu de nous, lorsqu'on a un métier de bureau, de changer d'entreprise très régulièrement. C'est rare les gens qui restent loyaux à leur boîte. Et c'est rare d'ailleurs la boîte qui est loyale à l'employé. Et un truc qui est intéressant, c'est qu'ils ont tous dit qu'il y avait beaucoup de stress, mine de rien, dans beaucoup de situations différentes par rapport à ces gros projets, mais que généralement les équipes étaient super sympas, qu'il y avait une vraie entraide, qu'ils apprenaient beaucoup au travail, qu'ils aimaient toujours leur travail et que même s'ils allaient beaucoup travailler et que parfois c'est vraiment dur, les équipes sont généralement assez soudées et l'ambiance, mine de rien, même si stressante et parfois un peu angoissante, n'était pas la faute des collègues qui généralement sont hyper sympas et vont aller au-delà pour s'entraider. Mais si on parle d'un point de vue de qualité, il y a un truc important à savoir, c'est que les studios d'effets spéciaux n'ont jamais été aussi bons. On
peut regarder les effets spéciaux des films des années 90, 2000, 2010, mais aujourd'hui, les artistes n'ont jamais été aussi talentueux, n'ont jamais eu des outils aussi performants, n'ont jamais pu faire des choses aussi impressionnantes. Ce qui en soi est logique, l'évolution du temps, de la technologie. Là est la contradiction. Pourquoi les films sont moches? L'écart de qualité entre un Davy Jones et un MODOK ne vient pas de la qualité des artistes. Les artistes ne sont pas moins bons. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. La première, évidemment, comme je vous l'ai dit, vous l'avez compris, c'est le temps. Les artistes ont beaucoup moins de temps pour travailler sur ces projets-là. À l'époque, il y avait moins de projets qui existaient de une. Maintenant, il y a beaucoup plus de boîtes qui cherchent des artistes. D'ailleurs, il y a une pénurie d'artistes d'effets spéciaux. Il n'y en a pas assez. En France, il y en a peut-être quelques centaines, mais à l'échelle internationale, il n'y en a pas assez. Et ça a souvent été dit. L'exemple qui me vient en tête, c'est une interview de Craig Mazin qui parlait de The Last of Us. Il a dit il n'y a pas assez d'employés. Le seul avantage qu'ils ont eu pour trouver une boîte d'effets spéciaux, c'est que les gens qui bossaient dans la boîte étaient fans du jeu vidéo. Les témoignages ont aussi dit, c'est le cas, il n'y a pas assez d'artistes, mais il y a trop de travail. Pas assez d'artistes, trop de travail à produire, et en même temps, les studios qui mettent la pression pour sortir les choses vite, ça fait du mauvais travail. Parce que qualitativement, avec le temps imparti, c'est impossible de faire du bon travail. C'est une vérité lorsque moi je dis en critique qu'on a l'impression que certains films ou séries ne sortent pas terminés. C'est la vérité. Les effets spéciaux ne sont pas finis. Après, il y a des contraintes technologiques. J'ai eu quelques témoignages qui se sont plaints un peu du volume, et je dis pas ça parce que je m'en plains aussi régulièrement, c'est une vraie chose. Technologiquement, le côté rond, le volume n'était pas toujours terminé parce qu'il y a des effets spéciaux à aussi utiliser. C'est pas juste un écran, et parfois ils se disent que ça passe alors que c'est pas le cas. On le voit beaucoup avec les séries Star Wars. Il y a un problème de synergie. Parfois, des studios d'effets spéciaux vont embaucher des plus petits studios, mais d'autres pays. Du coup, ils n'ont pas les mêmes outils, ils n'ont pas la même langue, ce qui peut poser un peu problème, même si l'anglais est prédominant, c'est pas toujours le cas, et ils n'ont pas vraiment la synergie nécessaire. Donc, il y a beaucoup de temps qui va être perdu sur des choses, je dirais pas administratives, mais logicielles, sur la culture du travail. Il y a des choses où il y a un vrai manque de synergie. C'est un métier tellement international, parce que vous pensez peut-être que pour bosser sur des projets hollywoodiens, il faut habiter à LA, mais pas du tout. Vous pouvez habiter dans les pays scandinaves, vous pouvez habiter au sud de l'Europe, vous pouvez habiter en Angleterre, en France, au Canada, en Australie, et vous pouvez travailler sur des projets hollywoodiens. Le problème de synergie vient aussi avec la taille. Certaines petites boîtes ont plus de facilité à travailler en équipe. Plus la boîte grandit parce qu'ils ont de plus en plus de clients, plus c'est dur de travailler en équipe. Et lorsqu'une grosse boîte contacte une petite boîte, pareil, là, il y a peut-être des choses qui vont pas aller. Donc il y a beaucoup de perte de temps qui est créée à ce moment-là aussi. Cependant, ce qui est intéressant, c'est que certains studios refusent de plus en plus des offres, car ils savent qu'ils vont mettre à bout leur équipe, et ils ont entre guillemets l'intelligence de refuser parfois beaucoup d'argent, travailler sur des projets qui vont donner une meilleure santé mentale à leurs employés. Donc il y a des boîtes qui commencent à refuser des projets, et c'est pour ça que les studios, les gros studios, ont encore du mal à convaincre pour prendre des projets. Parce que la réputation de ces studios-là, comme Marvel, Disney par exemple, ils savent qu'ils vont beaucoup bosser, et certains refusent. Par contre, certains studios, ce qu'ils vont faire, et ça je ne le savais pas mal de personnes m'en ont parlé, ils vont prendre des gros projets où ils vont se mettre à fond, ils vont mettre plein de gens dessus, et ils vont faire un travail de fou pour justement se démarquer, parce qu'en gros, il y a deux énormes boîtes, ILM et Weta Digital, mais il y a des boîtes aussi qui veulent faire leur place à côté d'elles. Donc forcément, ils vont prendre des grosses équipes, travailler sur un gros projet, mais ce projet-là va pas financer toute la boîte. Du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des petites équipes sur d'autres projets, qui savent très bien qu'ils vont pas pouvoir faire un travail qualitatif dessus, mais ils ont besoin d'argent. Du coup, ils font un travail à l'arrache, qui tue la santé mentale de la petite équipe, qui propose quelque chose qui est pas terminé, mais ils font quand même, ils ont besoin d'argent. Il y en a qui font des séries, parce que parfois, ça prend moins de temps, parce qu'il y a moins de plans. Il y en a qui font des pubs. Donc il y a un équilibre financier, et en fonction des boîtes, ils font des choix qui sont plus ou moins bien pour les employés, et plus ou moins bien pour les produits culturels que vous regardez, les films et les séries. Et certains m'ont dit aussi que c'était plus sympa de bosser sur Star Wars en termes de rythme de travail que Marvel, mais honnêtement, c'est un petit échantillon que j'ai là d'une douzaine de personnes, un peu moins, donc j'ai pas envie de faire des grosses comparaisons. Mais un truc intéressant, c'est par rapport à l'IA. Beaucoup d'employés ont un peu peur de l'IA. Un exemple tout bête, c'est que récemment, j'avais vu l'interview d'artistes concernant Across the Spider-Verse où il disait que les outils IA étaient super pratiques, mais beaucoup d'artistes se posent des vraies questions parce que leur métier est menacé, comme le métier de beaucoup de personnes, parce que les IA sont impressionnantes dans le monde justement des VFX, et beaucoup pensent qu'ils vont perdre leur métier à cause de ça. Donc les artistes ont clairement peur des IA. D'un côté, ça les assiste énormément de plus en plus dans leur travail quotidien, mais de l'autre côté, ils ont peur que ça les remplace. Donc clairement, l'IA fait peur, et un sujet qui n'est pas beaucoup évoqué en ce moment, c'est la grève des acteurs et des scénaristes. Beaucoup l'ont comparé à l'effet Covid, c'est-à-dire, et ça j'ai vérifié les chiffres aussi, entre 15 et 25% des effectifs des boîtes d'effets spéciaux partent à cause de la grève. La grève a un énorme impact sur les acteurs et les scénaristes, d'accord, mais on pense rarement aux autres qui bossent sur ces films-là. Parce que l'instinct naturel serait, ok, il y a la grève, cool, les artistes vont pouvoir bosser un peu plus sur Dune 2, vu qu'il a été décalé de 5 mois. Oui, mais en même temps, vu que le carnet d'ordre ne se remplit pas parce qu'aucun studio ne peut filmer, produire des œuvres, eh bien les studios sont obligés de licencier parce qu'ils n'ont plus de clients. Donc oui, certes, peut-être Dune sera plus jolie parce qu'ils vont prendre leur temps, mais plein de gens perdent leur travail. Et ça, c'était assez triste à voir, mais j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont envoyé, du coup, les gens qui ont témoigné, des screens LinkedIn de leur relation LinkedIn qui cherchaient du travail à cause de la grève. Et ils le disent bien, en vue de la grève des acteurs, j'ai besoin de travail parce que j'ai été licencié. Et il y en a qui disent même, je
suis prêt à aller à l'autre bout du monde pour le faire. Des grandes villes, je ne vais pas citer lesquelles parce que des personnes qui ont témoigné vivent dans ces villes, mais des grandes villes d'effets spéciaux souffrent énormément de la grève. Donc cette vidéo, je la fais pour une raison assez simple. Oui, c'est véridique, c'est factuel que les effets spéciaux des films et des séries sont moins beaux qu'à l'époque. Il y a peut-être débat sur les séries parce que bon, les séries, les effets spéciaux, c'est quand même un concept assez récent, mine de rien, surtout d'un point de vue qualitatif, mais en tout cas, la vérité est que c'est moins joli qu'avant. Il y a quelques exceptions, évidemment, comme d'habitude, mais le problème vient de là. Il y a trop de travail pour pas assez d'artistes. Les artistes qui travaillent, ils travaillent beaucoup trop et les studios mettent une pression folle pour sortir les films à temps, quitte à sortir des versions non terminées des effets spéciaux, ou alors ils font bosser des gens énormément de temps sur des choses qui vont au final couper au montage. En plus de ça, le salaire est pas forcément très élevé, il n'y a pas toujours les meilleures conditions de travail, ça dépend des pays, des entreprises, bien sûr, mais ça crée un système où beaucoup de gens pensent que les artistes sont moins bons, mais c'est faux. Encore une fois, les artistes n'ont jamais été aussi bons. C'est juste que les deadlines sont trop strictes, c'est juste qu'il n'y a pas assez de temps pour faire le travail, mais les outils n'ont jamais été aussi performants, la qualité des effets spéciaux n'a jamais été aussi élevée, mais il faut laisser le temps aux artistes. Donc lorsque vous critiquez les effets spéciaux, critiquez les studios. Plaignez-vous de ces studios-là qui mettent la pression plutôt que les artistes en soi. Les artistes, eux, font un travail exceptionnel dans le temps qu'ils ont, avec l'équilibre de vie professionnelle, vie personnelle souvent injuste. Donc si vous devez vous plaindre de la qualité des effets spéciaux, critiquez les studios. Critiquez pas les studios de VFX, critiquez les studios qui décident. Parce que s'ils prenaient leur temps, croyez-moi, les effets spéciaux seraient de bonne qualité. Voilà, c'était un peu ma vidéo à ce sujet-là. J'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, un grand merci à tous les artistes qui ont témoigné sur mes réseaux sociaux. C'était hyper intéressant, c'était pertinent, j'ai appris plein d'anecdotes. Certaines que j'ai pas pu raconter parce que forcément, j'avais pas envie de vous mettre dans la merde, soyons honnêtes. Parce que certains ont peur d'être blacklistés pour plusieurs raisons. En interview, s'ils disent des choses, ils peuvent être blacklistés d'entreprise. Et s'ils syndicalisent, ils peuvent aussi être blacklistés. Donc il y a plein de choses qui font qu'ils ont une vraie pression. Et en plus de ça, il y a plein d'artistes qui sont un peu entre guillemets blacklistés, c'est-à-dire qu'ils bossent sur des projets et ils ne sont pas crédités lors du générique du projet. Et ça crée plein de problèmes, plein de frustrations. C'est un peu la polémique qu'il y a eu récemment avec Oppenheimer, dont je n'étais pas au courant, où apparemment il y a eu beaucoup plus d'artistes d'effets spéciaux qui ont bossé sur l'œuvre, mais que la minorité d'entre eux ont été critiqués au générique du film. J'ai pas trop creusé la question concernant Oppenheimer, mais c'est pour vous dire que parfois, même en tant qu'artiste qui a travaillé sur une œuvre bien précise, la reconnaissance n'existe pas lors du générique du film. Mais encore une fois, ce que j'ai beaucoup aimé dans tous ces témoignages, c'est que peu importe les conditions de travail, j'ai quand même toujours eu l'impression, ou alors ils l'ont dit de vive voix, qu'ils adorent leur métier, qu'ils le font toujours, qu'ils sont passionnés. Certains changent régulièrement d'entreprise, certains créent leur propre boîte, certains en souffrent clairement, ils me l'ont dit, mais tous aiment leur travail et tous m'ont dit qu'ils ne changeraient pas s'ils pouvaient. Encore une fois, un bon courage à tous les artistes. On ne vous critique jamais vous. Essayez de ne pas prendre de manière personnelle et comprenez qu'on va à chaque fois critiquer les studios qui vous font trop bosser et qui nous sortent, nous aussi, parce qu'entre guillemets, on en souffre évidemment moins que vous, les artistes, des œuvres bien moches. Merci encore une fois à ces artistes. Ils se reconnaîtront évidemment. Donnez-leur de la force si vous avez l'occasion. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toute cette affaire. J'espère que ça va mieux aller pour eux. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.